Donc rebonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 91e petit déjeuner du cycle Innovation et Connaissance sur la disruption dans toutes ses dimensions de Schema Business School. On est très heureux d'être là aujourd'hui dans les locaux du Club des entrepreneurs du Pays de Grasse, qui est notre partenaire depuis très très longtemps. Qui d'ailleurs va faire une petite intro dans quelques secondes. Alors peut-être qu'on peut commencer par là, Sylvie, si tu veux venir tout de suite nous dire qui tu es, pourquoi on est là, qu'est-ce que tu fais, etc. Ok. Bonjour, bienvenue. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Club des entrepreneurs du Pays de Grasse, c'est une association qui va fêter ses 20 ans cette année. D'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs membres du club qui sont là parmi vous. Donc on a rendez-vous le 9 avril à 18h à la Bastide Saint-Antoine pour fêter les 20 ans. Et donc la particularité du club, c'est d'avoir les chefs d'entreprise qui s'impliquent dans l'attractivité et le rayonnement du territoire. Donc avec 3 axes. Et si on voit un peu les projets pour 2018, Grasse Expertise, donc dans la filière arômes et parfums, qui est un pôle assez important sur le Pays de Grasse. C'est une marque collective qui vient d'être créée l'année dernière, de manière co-créée par l'ensemble de la filière, pour valoriser les savoir-faire qu'il y a dans cette filière spécifique et l'écosystème du Pays de Grasse. Il y a 28 entreprises qui nous ont rejoints actuellement. Une rose, une caresse, une action solidaire. Là, il y a 52 entreprises qui sont mobilisées et c'est pour soutenir les personnes qui souffrent d'un cancer, d'offrir des soins esthétiques gratuits. Donc là, vraiment tout l'écosystème grassois qui se mobilise. Les animations des zones d'activité avec la fête des voisins au travail et divers ateliers, notamment sur le renouveau du centre-ville. Et le prochain événement qu'on organise, c'est dans le cadre de la French Tech. Donc le Club des entrepreneurs est relais sur le Pays de Grasse de la French Tech Côte d'Azur. Ça aura lieu le 29 mars, ici même. Et sur le sujet, les startups, quand les startups locales partent à la conquête du monde, donc on va voir les partenariats entre une startup qui démarre et des grands groupes. Il y aura également Frédéric Besson, qui est parmi nous, qui viendra témoigner des différents partenariats. Et donc on vous invite à nous rejoindre le 29 mars à 18h. Et on est heureux chaque année de pouvoir faire ce partenariat avec Schema Business School, qui vient avec des sujets toujours innovants. Et ça fait bien 3 ans maintenant, Valérie, qu'on coopère ensemble. Et donc on est heureux aujourd'hui de vous accueillir autour de cette thématique qui sera, on est sûr, passionnante. Merci beaucoup Sylvie. Alors j'ai oublié de me présenter comme d'habitude, donc excusez-moi, je m'appelle Valérie Blanchot-Courtois, donc je suis ici en tant que Schema Business School et je suis l'organisatrice depuis 10 ans de ce cycle, Innovation et Connaissance sur la disruption. Ça fait 10 ans qu'on essaye de vous aider à disrupter tout dans votre environnement. Et donc ce cycle-là, vous pouvez, si vous le souhaitez pendant le petit déjeuner, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux pendant. Donc vous pouvez utiliser le hashtag que je vous indique là sur l'écran. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à poser des questions directement là-dessus. On pourra éventuellement collecter à la fin de la séance. Alors, ce schéma, je pense que c'est pas la peine de le représenter, mais quoique, on se pose toujours des questions, parce que des fois l'évidence n'est pas si évidente que ça. Je pose toujours la question de savoir qui a fait Schema Business School dans la salle. J'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3, il n'y a que des femmes? C'est bizarre ça. Aucun homme n'a fait Schema Business School? Diantre. Comment se fait-il? Nous avons des choses à faire. On est déjà passé de l'autre côté en fait. Alors il y a aussi des hommes qui font Schema Business School. D'ailleurs on a des profs qu'on verra dans un instant de Schema Business School. Donc Schema, ancienne et jeune grande école de commerce internationale, positionnée sur le management dans l'économie de la connaissance. 6 campus en propre dans le monde, dont 3 en France, un ici, alors pas ici Grasse, mais à Sophia Antipolis, un autre à Lille et un autre à Paris La Défense. Ce cycle Innovation et Connaissance est organisé en partenariat avec Schema Relations Entreprises. Et qu'est-ce que c'est que ce cycle? Donc c'est 12 fois par an sur nos 3 sites en France. Un petit déjeuner, une conférence d'1h30 qui est organisée toujours de la même façon. On a une demi-heure un prof de Schema qui vient éclairer un sujet autour de la disruption, une demi-heure un témoin d'entreprise qui vient expliquer comment il fait chez lui, et une demi-heure de questions-réponses avec la salle. On commence à 8h30, à 10h c'est fini, et notre objectif c'est en 1h30 de vous enchanter, de vous faire voir le monde différemment, de façon à ce que dès 10h01, vous puissiez aller disrupter vos organisations. Voilà. Mais chut, faut le dire à personne, c'est entre nous. Alors,
On a des partenaires pour organiser ces petits déjeuners, des partenaires qui diffusent nos événements, donc en particulier le club des entrepreneurs du Pays de Grasse, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Vous avez tous les logos de nos partenaires, et en particulier, je signale le village, Baïséa, qui est à Sophia Antipolis, mais qui s'est quand même déplacé jusqu'à Grasse, et qui est notre nouveau partenaire. Et d'ailleurs, on devrait faire prochainement un de nos petits déjeuners. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis de toute façon, je vous fais une déclaration publique. Et si nous faisons notre prochain petit déjeuner chez vous? Ben voilà, vous savez comme c'est super la vie, hein, comme quoi. Voilà, alors notre programme, avant de laisser la parole aux intervenants, donc je vous ai dit 12 petits déjeuners, donc 4 à Sophia, 4 à Paris, 4 à Lille. Sur Sophia, vous avez là le programme. On en est là. On a commencé par la disruption dans les services, la disruption dans l'énergie. Là, c'est la disruption dans les modes de pensée, dans la créativité, dans la façon de développer des nouveaux produits, des nouveaux services. Et au mois d'avril, ça sera comment finalement agir dans l'incertitude. À Paris, on a commencé par la rupture dans le management, l'entreprise transversalisée. On a travaillé après sur développer les ambassadeurs de marque. On aura la finance durable. Donc le mois prochain, et puis ensuite on sera sur l'intelligence collaborative. Et enfin à Lille, on a été sur le bien-être, qualité de vie au travail, l'intelligence artificielle. Alors là, c'est un petit déjeuner qui a eu un succès absolument monumental. On refusait les gens à l'entrée. On pourra le refaire ici si vous le souhaitez. Au mois de mars, on a un petit déjeuner dont je n'ai toujours pas compris le titre. Et donc c'est pour ça que j'ai très envie d'y aller, mais je pense que ça va être super. Et au mois de mai, on a un petit déjeuner également, que j'ai toujours pas compris le titre non plus. Mais c'est ça aussi, hein. Moi je me disrupte moi-même et j'essaye de comprendre les titres des petits déjeuners que j'organise. Alors, trêve de plaisanterie, maintenant je pense que vous êtes chaud, donc on vous a pris 2 spécialistes du Thinking In, Out and About the Box. Donc Peter Spire, donc prof à Schema Business School, quand je l'ai appelé à l'été, je lui ai dit mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire comme petit déjeuner qu'on n'ait pas déjà fait, parce qu'on en a fait déjà beaucoup. Et comme ça, là, ce thème a émergé, il a trouvé le titre comme ça. Et puis on s'est dit c'est super, on va inviter Amadeus qui on sait fait des tas de choses sur le sujet. Et moi je trouve ça sympa de faire un petit déjeuner Thinking In, Out and About the Box avec deux Anglais ou 2 British people, on ne sait pas trop. Non, même pas, hein. C'est quoi alors? Pas du tout. Il y a un nom en plus, voilà. Donc je trouve ça super. Hein. Et donc rassurez-vous, malgré le titre compréhensible j'espère, eh bien ils vont parler en français tous les deux, hein, c'est merveilleux. Alors on commence par Peter qui va se présenter, puis ensuite ce sera Steve, et après alors, vous parler. La micro, ça marche? Ah, c'est pour que toi... Ah, ben ok, d'accord, il faut que je prenne l'autre. Alors, mais par contre, je n'ai pas besoin de prendre l'autre micro, alors. Ok, très bien. Écoutez, enchanté, bonjour. Alors, effectivement, vous avez vu, il y a un petit accent. C'est un accent anglais. Et effectivement, les Anglais ils s'intéressent tellement à la disruption qu'ils ont inventé le Brexit, histoire de mettre le désarroi. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. C'est bon? Ah, ok. Qui suis-je? Je suis professeur à Schema. Et en tant que professeur, une de mes missions, j'ai envie de dire, c'est de travailler avec mes étudiants pour qu'eux, ils puissent développer aussi leur capacité à penser autrement. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Et moi, je vais passer une demi-heure à parler de méthode, comment je m'y prends avec mes étudiants pour qu'eux, ils soient plus créatifs, si l'on veut. Est-ce qu'il y a des méthodes? Oui, effectivement. Quelles sont les méthodes? Quels sont les avantages et inconvénients des méthodes? L'autre pan, c'est Steve qui intervient, sachant que nous, on travaille aussi avec des entreprises. Et depuis 2 ans maintenant, je travaille avec un des membres de l'équipe de Steve sur la créativité dans le programme dont je suis responsable. C'est un MSc en International Marketing and Business Development. Et c'est vrai qu'on essaie de se rapprocher des entreprises. L'idée n'est pas de faire une chose dans les écoles et une autre chose dans les entreprises. C'est que nous, on essaie de comprendre effectivement ce qui se fait dans les entreprises et qu'on puisse l'appliquer. Sachant aussi que je fais de l'exec, c'est que j'interviens dans des entreprises. Là, depuis 2 ans maintenant, j'interviens en Arabie Saoudite avec des personnes de Saudi Airlines pour développer leur capacité aussi à penser autrement, dans la mesure où ils ont aussi envie d'être dans les top 10, je pense, ou les top 5 dans les compagnies aériennes. Et donc, je travaille aussi en entreprise avec des personnes d'entreprise pour faire ce genre de choses. Alors, une chose qui est intéressante, c'est les problèmes de traduction.
ce qui est marrant. Hein. C'est une chose qu'on n'a pas su faire, c'est de traduire le titre anglais en français. On a dû trouver une autre façon d'expliquer des choses. Là, on est dans les box en anglais. Alors là, on est la créativité dans tous les états. C'est pour dire qu'on a tous, en fonction de nos cultures, de nos langues, aussi des petits carrés, hein, des cadres, des box, si vous voulez, et qu'on a parfois du mal à sauter d'un box à l'autre. Et c'est vrai que c'est jamais facile. Hein. Une petite parenthèse, j'ai eu une vie avant d'être dans une école de commerce. Je suis littéraire à l'origine. J'ai fait un doctorat, non pas en business, mais en littérature comparée. Donc j'ai aussi l'habitude de sauter d'un box à l'autre dans les traductions et aussi dans la théorie littéraire, si vous voulez. Donc ça aussi, peut-être que vous allez trouver ça à la fin comme fil rouge aussi là-dedans. Donc la créativité. Alors, une chose qu'on ne veut pas, c'est de finir là. J'ai découvert ça il y a quelque temps. Il y a un musée de l'échec. Qui est en Suède, et il cumule tous les produits, tous les services qui ont échoué, qui ont foiré, hein, pour le dire autrement. Hein. Et là, on trouve des choses que tout le monde connaît, hein, c'est le New Coke qui était sorti, qui a été un flagrant échec, des Pringles sans matière grasse, quelle idée. On connaît tous peut-être les Bic des années 80, quand ils ont décidé de se lancer dans le parfum et de les vendre dans les kiosques, dans les tabacs, comme si c'était des trucs pour allumer les cigarettes. Le ketchup vert, quelle idée. Hein. Et là, là, les bics pour femmes, les stylos bics féminins, hein, comme c'est, parce qu'il faut bien, montrer qu'on est une femme. Ça, j'adore ça. C'est le Colgate, que vous connaissez tous pour la pâte dentifrice, qui a sorti des lasagnes et d'autres produits surgelés. L'idée, là, la logique, c'était de dire, s'ils mangent une lasagne Colgate, après, ils vont forcément se nettoyer les dents, se brosser les dents avec du Colgate. Hein, quelle idée. Hein. Alors, tout ça pour dire que c'est l'endroit où on ne veut pas se trouver. Hein. Comment être créatif sans foirer complètement. Hein. C'est bien d'être créatif, mais il faut quand même que ça serve à quelque chose et que ça soit à peu près aligné par rapport aux possibilités du marché et puis aux désirs des consommateurs aussi. Hein. Quelque part, on a tous besoin de croître, on a tous besoin de faire face au changement. On a tous besoin de gérer l'incertitude aussi. On a besoin d'innover. Il y en a qui le font très bien. Même si après, l'innovation, on voit Apple là, ils ont eu des erreurs aussi. Hein. Le Newton, vous connaissez tous, j'imagine. Donc, ce n'est pas tout le temps hein, que ça réussit. Et effectivement, surtout dans le business, il faut qu'on trouve quelque chose, il faut qu'on puisse sortir quelque chose qui est en phase avec les attentes, avec les désirs, avec les besoins des consommateurs. Alors, comment faire? Alors là, effectivement, il faut qu'on pense autrement, la pensée créative, il le faut, mais ça, ce n'est pas si facile que ça. Tous les matins, on se lève, on se regarde dans la glace, on se dit, tiens, aujourd'hui, je vais être créatif. Comment faire? Ce n'est pas si facile que ça. Il faut des méthodes, il y a des méthodes, et moi, ce que je voudrais faire, c'est de passer en revue un certain nombre de méthodes que nous, on applique avec les étudiants qui ont fait leurs preuves, qui sont quand même des méthodes intéressantes. Et vous allez voir, il y en a 3 principalement, mais ce sont des approches différentes. Et ce que je voudrais qu'on fasse aussi, c'est de se dire comment est-ce qu'on réfléchit à travers ces méthodes. Avant tout, c'est une autre façon de réfléchir. Et c'est vrai que c'est important qu'en dehors du côté fun, par exemple, jouer avec du sable ou des choses comme ça, qu'on comprenne aussi pourquoi on fait ça plutôt que ça, quels sont les avantages de telle ou telle méthode par rapport à d'autres. Là, on revient au box, hein, au cadre, si vous voulez. Là, encore une fois, hein, c'est difficile parce qu'on n'arrive pas à le traduire. L'idée, c'est qu'il y aurait un certain avantage à penser autrement, à ne pas être coincé par les règles, par les idées reçues, par les façons de voir le monde et ainsi de suite. Thinking out of the box, hein, ça c'est le principe de base. Ce que je vais suggérer aussi, c'est que ce n'est pas la seule façon. Hein, c'est que parfois, on fait très bien de penser in the box, mais de penser autrement, mais aussi parfois de se poser des questions par rapport au box lui-même. Hein, c'est thinking about the box itself, pour ainsi dire. Et une chose de base, l'idée, c'est aussi de revoir le monde. Hein, c'est de se dire, voilà, une casserole, ce n'est pas forcément une casserole, ça peut être aussi un instrument de musique.
Je pense qu'on a tous fait des tests ou des trucs où on prend une chaise et puis on pense à 40 000 façons d'utiliser la chaise. Et puis au bout de 15, on se dit, tiens, maintenant, bon, c'est peut-être fini. Hein. Les enfants, ils sont merveilleux pour ça. Alors, quelque part, la question qu'on peut se dire, c'est comment revoir le monde à travers les yeux d'un enfant. Sont toutes les attentes, sont tous les cadres de référence, si vous voulez, qu'on a. Et c'est ça qui serait merveilleux si seulement c'était possible. Mais revenir en arrière, ce n'est pas possible, donc il faut trouver d'autres méthodes. C'est revoir les choses avec un œil neuf aussi. Là, Yoda, comme toujours, on trouve toujours quelque chose dans Star Wars qui est citable. Il faut désapprendre ce qu'on a déjà appris. Il faut dégager tout ce qu'on a appris à l'école. Moi, je me souviens en tant que père, j'ai eu un moment dans la vie de mon enfant quand il a quitté l'école maternelle. À l'école maternelle, il avait une très jolie maîtresse. Bon, ça m'a un peu influencé quand même, hein, mais qui poussait à faire beaucoup de choses, beaucoup d'art. Alors, j'ai jamais vu autant d'art dans la maison. Hein, il rentrait avec plein de choses. On les avait partout sur le mur. J'en ai gardé parce que je trouvais ça vraiment chouette. Et après, elle nous a dit, parce que ma femme était là, elle a dit, écoutez, vous savez, nous, à la maternelle, on a essayé de faire un maximum de ça parce qu'après, c'est fini. Et je trouvais que c'était triste. Hein, c'est de dire qu'on a un système éducatif qui n'encourage pas la créativité. Après, on passe à d'autres choses, hein, au sérieux. Parce que la créativité, ce n'est pas du sérieux. Hein, et je trouve ça dommage. Donc, on a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Parce que nous, on va récupérer ces étudiants quand ils arrivent dans une école de commerce, un bac plus 2, 3, 4, 5. Ils sont déjà abîmés d'une certaine façon. Et nous, on a du taf, comme on dit, pour qu'on puisse les encourager à penser autrement. Alors, on connaît tous le brainstorming, c'est le grand classique. Hein. On est en entreprise, il nous faut une bonne idée, allez, on va brainstormer. Bon, il y a des méthodes dans le brainstorming, mais il y a maintenant de plus en plus un sentiment que le brainstorming ne fait pas vraiment l'affaire, pour diverses raisons. Premièrement, parce que c'est assez déclaratif. En fin de compte, c'est des personnes qui parlent ensemble. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui prennent le dessus, il y en a qui crient plus fort que les autres, et ainsi de suite. Et c'est vrai que malgré les méthodes qu'on peut appliquer au brainstorming, un bon brainstorming, ça sert à quelque chose. On ressentait quand même le besoin d'autre chose. Et c'est là qu'a émergé, je ne vais pas dire qui est né, mais qui a émergé une méthode qui est quand même une méthode assez dominante actuellement, qui est ce qu'on appelle la pensée design thinking. On le trouve partout. Si vous allez sur TED.com, vous allez trouver pléthore de présentations par les personnes qui sont vraiment là-dedans. Il y a une agence de design en Californie, IDEO, qui est très fortement racinée là-dedans, mais c'est vraiment une dominante maintenant. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on utilise avec nos étudiants à l'école. On a maintenant en M1 un séminaire Design Thinking. Et c'est vrai que ce qui est sympa déjà, c'est que partout dans l'école, on a des post-it, on a des prototypes, on les trouve dans les couloirs, on les trouve un peu partout. Les étudiants nous abordent dans le couloir pour faire un sondage, un questionnaire, nous poser des questions par rapport à des choses. Donc il y a un côté ludique qui est déjà pas mal. Hein. On n'est pas en cours, en train de prendre des notes, on fait des choses avec les mains, c'est un peu créatif, c'est visuel, c'est tactile. Donc déjà en soi, c'est quand même quelque chose qui apporte ses fruits. Derrière quand même, il y a une vraie structure, hein, une vraie approche et qui permet de structurer l'approche vis-à-vis de la créativité. C'est l'empathie. C'est définir, c'est l'idéation, prototyper, tester, et ainsi de suite. Il y a quand même une méthode, si vous voulez, un parcours qui est à respecter, qui permet quand même de structurer la créativité et la recherche de nouvelles idées, d'idées neuves. Design thinking n'est pas né d'un vide, d'un rien. Ça fait partie de toute une sorte d'arsenal, une boîte à outils d'approche, de méthodes. On a différentes choses là-dedans. On va reconnaître les méthodes agiles, les méthodes lean, le business model canvas aussi, le Canva et tout le reste. Ce qui est intéressant avec le design thinking, c'est que ça intervient en amont aussi, sur le côté créatif. Alors que les autres sont beaucoup plus sur des mises en marché ou des mises à l'épreuve, si vous voulez, enfin le tester, les prototypes. Et ça veut dire qu'on est sur le insight, hein, donc la compréhension et les enjeux autour de tout ce qui est problème.
c'est né des designers, en fin de compte. Hein. Déjà, derrière, vous avez des designers dans les agences de design comme IDEO. L'idée, c'est de dire que le design, c'est plus qu'une surface, c'est plus que d'être joli. Hein. C'est plus que juste mettre un truc autour d'un ordinateur et dire que ça a tout changé. C'est de dire que les designs, c'est quelque chose qui fonctionne en profondeur. Et c'est surtout aussi de dire que les designs, ça sert à plus que des objets. On peut designer des interfaces, on peut designer des expériences, on peut utiliser les méthodes du design pour aborder des vrais problèmes, ce qu'on appelle des wicked problems, des problèmes méchants, comme les systèmes de santé, les systèmes de transport ou des choses comme ça. Donc les designers, ce n'est pas quelqu'un qui fait de l'esthétique, c'est quelqu'un qui aborde vraiment des problèmes dans la vie de tous les jours et qui peuvent être aussi ce qu'on appelle des problèmes complexes, si vous voulez. Donc l'ambition du design thinking est assez énorme, hein, et c'est devenu quelque chose qui est utilisé un peu partout. Un des éléments centraux, pardon, excusez-moi, c'est le consommateur, l'utilisateur. Alors déjà, on trouve ça dans les logiciels, hein, c'est cette idée d'essayer de tenir compte de l'utilisateur, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose si on est utilisateur, n'est-ce pas? Mais aussi de se dire qu'on fait bien de ne pas oublier le consommateur, l'utilisateur. Et on a tout un lot, toute une boîte à outils de méthodes pour tenir compte du consommateur. Les empathy maps, hein, donc l'empathie. Essayer de se mettre dans la peau du consommateur. Déjà, parler avec les consommateurs. Steve Blank, c'est un des gourous, si vous voulez, du lean thinking. Il dit « Get out of the office », sortez du bureau, dehors, hein, allez parler avec les gens. Essayez de voir comment ils réagissent, comment ils pensent par rapport à ces choses-là. Et c'est vrai que là, par exemple, je parlais de ce que je fais avec Saudi Airlines. On est en plein là-dedans. Je sais quelque part, quand on est dans le business, que dit le consommateur, la voix du consommateur. Je suis prof de marketing, hein, donc ça fait partie de ce qu'on fait. Et que dit le consommateur, comment réagit le consommateur? Si vous faites un voyage, quelle est l'expérience consommateur là-dedans? Et quels sont les moments de bonheur, de malheur, et ainsi de suite? Quel est le profil du consommateur? Quelle est l'histoire? Et toutes ces méthodes-là. Hein, donc déjà, on est dans une logique comme j'ai dit, centré consommateur avec tous les avantages qu'il peut y avoir. Après, on est en plein dans tout ce qui est lean, hein, enfin le start-up agile et tout le reste, où on est dans une logique de prototype. On va prototyper. Au lieu de passer une année à développer quelque chose d'hyper sophistiqué, y passer beaucoup de temps et y mettre beaucoup d'argent, on va trouver quelque chose, une version simple, et on va tout de suite sortir et tester le prototype avec des consommateurs potentiels. On est sur du A/B testing, hein, comme on ferait en ligne. Et encore une fois, c'est une façon de tester, expérimenter, apprendre, revenir, modifier l'hypothèse, revenir, et ainsi de suite. Et on est dans le monde du produit minimum viable. Hein, c'est trouver quelque chose de simple, le sortir, tester, et après avancer là-dessus. Donc l'idée d'échouer, hein, enfin d'utiliser l'échec, d'utiliser l'erreur, hein, pour revenir, pour rectifier l'erreur, améliorer, et ainsi de suite. Il y a une vidéo qui est super sympa à regarder. Et c'est IDEO qui a été invité par la télévision aux États-Unis il y a, je ne sais pas, 20 ans, hein, ça remonte quand même. Hein, l'idée, c'était de redesigner ou de reconcevoir les caddies, hein, pour les supermarchés. C'est intéressant d'ailleurs parce que j'ai des étudiants qui ont travaillé avec le Telecom Valley, avec les jeunes pousses. Ils étaient sur un nouveau caddie, en fin de compte, pour un supermarché. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Maintenant, c'est bourré de technologie. Mais là, l'idée, c'était de quelque chose d'aussi simple que ça. Et si vous voulez, vous pouvez trouver ça sur YouTube et voir justement l'approche. L'approche étant quoi? L'approche étant d'avoir 2 ou 3 prototypés qu'on avance en même temps, mais surtout après sortir. Aller dans un supermarché. À quoi sert un caddie? Mais c'est là qu'on découvre, on fait des photos, on découvre qu'un caddie, entre autres, ça sert à transporter des enfants. Donc il faut qu'on ait un caddie où les enfants peuvent grimper dessus et faire plein de choses, et ainsi de suite. Mais qu'aussi, il y a aussi d'autres façons d'utiliser, ce qui fait qu'on a un caddie modulable, c'est peut-être une très bonne solution.
L'approche est simple, c'est prototyper, c'est sortir, c'est voir comment les gens l'utilisent, c'est comprendre surtout l'utilisation des choses et créer autour de ça, hein, autour du cadre. Après, on est créatif, mais en même temps, on tient compte d'un certain nombre de choses. Il faut que ça soit désirable, donc on va trouver une idée, mais il faut que les gens aient envie de ça. Donc déjà, il faut poser la question aux gens, mais aussi tester, être sûr que quand ils disent oui, ça veut dire que oui. Hein. Après, au niveau business, il faut qu'on gagne de l'argent, donc bénéfice. Et puis au niveau technique, il faut que ça soit faisable. Donc toujours, on essaie d'équilibrer ces différents aspects. Alors, côté pensée, une chose que je trouve intéressante avec le design thinking, c'est qu'on est tout le temps sur une logique de divergence et de convergence. De créer des choix, de brainstormer, si vous voulez, de trouver des méthodes. Il y a différentes méthodes qu'on utilise pour avoir une sorte de volume d'idées aussi qui est créé, mais aussi un volume d'idées qui est créé souvent individuellement et après partagé dans le groupe. Donc il y a toujours un travail avec le groupe et l'individu qui évite les problèmes du brainstorming. Donc on va diverger, créer tout un tas d'idées et après sélectionner, hein, essayer de réduire avec une pensée un peu analytique. Et on a tout le temps cette espèce de mouvement entre divergence et convergence. Que je trouve plutôt positif parce que ça permet d'être créatif, d'avoir plein d'idées, mais même des idées folles, si vous voulez, et après d'essayer de recadrer, de recentrer, de dire OK, où est-ce qu'on va avec tout ça? Et après, encore une fois. Hein, et ça, les étudiants, ils aiment bien ça. Hein, ça fonctionne bien et c'est une très bonne méthode. D'une certaine façon, c'est qu'on est sur une sorte comment dire, d'utilisation à la fois du côté gauche et du côté droite. On va diverger côté créatif et on va appliquer aussi une certaine logique, une certaine analyse, un esprit critique. Et on est tout le temps entre le right et le left brain thinking, bon, qu'on connaît tous. Hein, enfin, la pensée latérale, mais aussi la pensée analytique. Et c'est un équilibre qui apporte ses fruits. On est entre la créativité, si vous voulez, et la contrainte. Et c'est vrai que pour résoudre des problèmes, là on reconnaît le bâtiment de Frank Lloyd Wright, construire. Enfin, ça c'est aussi le monde des architectes. Hein. Le monde des architectes, c'est quoi? C'est trouver de la créativité autour des contraintes. Et là, jouer entre créativité, liberté de penser et contraintes réelles, c'est là qu'on trouve beaucoup d'opportunités, de possibilités. Alors, l'autre chose qui est bien avec le design thinking, c'est que le design thinking est à l'aise avec l'incertitude. Et ça, c'est quelque chose que je trouve toujours avec mes étudiants. On a un cours en M1, par exemple, pour le marketing et l'innovation. Et ce qu'on découvre, c'est tout de suite, on a une solution. On arrive tout de suite à la solution. Là-bas, schlac, c'est la ligne droite. C'est, tiens, j'ai un app. Un app pour faire quoi? Un app pour faire un truc. Alors qu'on n'a pas trouvé le problème. Et en fin de compte, on a une solution qui est désespérément à la recherche d'un problème. Et c'est un peu comme, c'est du Pirandello, hein, c'est les acteurs qui sont à la recherche d'un auteur, ou les personnages, pardon. Et c'est vrai que là où je trouve qu'il y a un point fort dans le design thinking, c'est de déguster d'une certaine façon, de prendre son temps au démarrage. Dans le problème. Quel est le problème qu'on a à résoudre? Si on trouve un bon problème à résoudre, ça marchera. Alors que si on trouve une solution et qu'il n'y a pas de problème derrière, il n'y aura pas de marché. C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que quand on y pense dans nos vies tous les jours, on a tous des choses qui ne marchent pas, mais où on ne prendra jamais le temps pour acheter quelque chose, pour les résoudre. On fait avec. Hein, on a le système D, le système tout ce qu'on veut, et c'est vrai qu'on a des problèmes qui sont des faux problèmes, mais qu'on vit avec. Alors qu'il y a d'autres problèmes où on est prêt à investir, faire l'effort, acheter quelque chose pour le faire. C'est là qu'il y a le marché. Donc le marché est entre le problème et la solution, mais il faut les deux. Donc là, déjà, je trouve que le fait de prendre son temps et de bien définir le problème, de bien cerner le problème, de bien fouiller le problème, si vous voulez, c'est un des points forts du design thinking. Donc là, côté problème, déjà on définit le problème avant d'aller vers la solution. Et cette idée de cadrer le problème, bien comprendre le problème,
passer du temps là-dessus. Là, bon, on peut toujours citer Einstein pour quelque chose, et là, effectivement, une très belle citation, c'est si j'avais un problème à résoudre et que ma vie en dépendait, ben, écoutez, je prendrais 55 minutes, si j'avais une heure, je prendrais 55 minutes pour bien déterminer le problème, définir le problème, et 5 minutes pour résoudre le problème. Et pour moi, le design thinking, c'est un peu le cœur même du design thinking, c'est de prendre le temps qu'il faut pour bien définir le problème. Sachant que souvent, derrière ce qui semble être un problème simple, il y a parfois un problème plus complexe derrière. Chérie, qu'est-ce qu'on va regarder à la télé ce soir? Alors derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait pour passer une bonne soirée ensemble? Il y a peut-être d'autres solutions d'ailleurs. Comment on fait pour trouver un babysitter? C'est quelque part, c'est comment je trouve l'équilibre entre être parent et avoir une vie à moi. Donc là, et ce n'est pas la même chose. C'est que si on a décidé que c'est ça, la solution n'est pas la même. Ce n'est pas seulement trouver un babysitter, c'est trouver une autre solution ailleurs. Là, quelques exemples rapidement, des grands classiques qui sont toujours cités. Un exemple, allez, l'ascenseur, il est trop lent. Qu'est-ce qu'on fait? Changer l'ascenseur? Non, on met une glace à côté de l'ascenseur et comme ça, les gens se regardent et ils ne voient pas passer le temps. Pareil, aussi, Rory Sutherland qui travaille dans la pub à Londres, il a fait une présentation sur TED où il dit, écoutez, si on regarde, on a dépensé des fortunes pour réduire le temps entre Paris et Londres en faisant un tunnel, alors que finalement, tout ce qu'il fallait faire, c'est de proposer du champagne à tout le monde gratuitement sur le train. Ils auraient voulu rester plus longtemps dans le train. Et ça, c'est vrai. Quand on pense aux avions, là, je le disais avec les personnes à Saudi Airlines, si les films dans l'avion sont super bons, on a envie de rester plus longtemps dans l'avion. Moi, il m'arrive de ne pas vouloir arriver trop tôt pour finir le deuxième film. Donc, effectivement, c'est la perception du temps, quelque part là. Alors, après, il y a d'autres méthodes pour pousser les choses un peu plus loin. Le design thinking aussi est très, très à l'aise avec toutes les méthodes qu'on utilise en marketing, un peu plus ethnographiques, où on essaie de comprendre un peu le sens des choses aussi derrière, des choses qu'on utilise, les rituels qu'il y a derrière. Et c'est vrai qu'on peut toujours explorer plus loin pour essayer de mieux cerner le sens des choses, le sens de l'utilisation des choses, des rituels. On utilise par exemple le côté archéologie, c'est à savoir d'où ça vient, qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, quels sont les choix qu'on a fait, les arbitrages qu'on a fait derrière, j'en sais rien, le téléphone portable et des choses comme ça. Et ça, avec des étudiants, savoir leur dire qu'il y a eu un moment où on n'avait pas de téléphone portable, c'est déjà une découverte pour eux. Mais surtout d'essayer de comprendre l'histoire des choses, parce que derrière, il y a des choix qui se font, et on vit avec des choix, on n'a jamais compris pourquoi on a fait ces choix-là. Il y a toujours l'histoire du clavier. On est tous en train d'utiliser des claviers qui ont été créés au moment des machines à écrire et qui ne sont pas du tout ce qu'il faudrait comme clavier. Mais des petites choses comme ça. D'autres choses aussi, c'est de bien comprendre aussi l'écosystème. Qui fait quoi dans l'écosystème? Qui sont les acteurs dans l'écosystème? Et est-ce qu'on peut revoir ce qu'ils font? Est-ce qu'eux, ils peuvent faire des choses différentes? Est-ce qu'on peut les utiliser comme ressources? Est-ce qu'on peut combiner? Là, on est vraiment dans l'idée du réseau de valeurs, si vous voulez, un value network, plutôt que la chaîne de valeurs, où on peut effectivement recombiner, reconfigurer les différents acteurs dans le système. Et on pense aussi, bien sûr, à ce qui drive les tendances qui peuvent impacter la problématique, le marché, le type de produit qu'on est en train de développer. Et aussi du what if. Imaginez aussi l'avenir. Si on faisait ça, qu'est-ce qui se passerait? Essayer de rêver l'avenir. Donc, le design thinking, on utilise toutes ces choses-là. Et c'est plutôt bien. J'avoue que c'est plutôt bien. On a eu beaucoup de belles réussites avec ça, à la fois, comme j'ai dit, à l'école, mais aussi en entreprise. Alors après, 5 minutes, waouh! Après, juste rapidement, j'ai aussi une autre approche qui est de dire, voilà, si au lieu de me donner pleine liberté, je jouais sur des contraintes. Et c'est vrai que là, il y a une autre méthode, là je ne vais pas aller dedans, une autre méthode qui s'appelle le SIT, c'est Systematic Inventive Thinking, qui est une méthode qui est souvent utilisée, où effectivement je vais me donner des contraintes et jouer sur des contraintes.
Je passerai là-dessus, hein, mais c'est aussi une autre méthode qui est un peu différente. Mais je voulais finir aussi sur une autre chose, c'est aussi le côté imaginaire. C'est de se dire aussi, penser autrement, c'est parfois voir les choses autrement, et c'est le fait de raconter différentes histoires. On est en train de travailler actuellement sur les alcools avec mes étudiants, et c'est vrai que quand on regarde les alcools, on découvre que finalement derrière l'alcool, il y a les histoires qu'on raconte. Et là, bon, un exemple dans les rhums, mais aussi dans les whiskies. Hein. Qu'est-ce que c'est que la qualité? Est-ce qu'il faut de l'âge? Est-ce qu'il ne faut pas de l'âge? Et c'est là que j'ai découvert aussi quelque chose d'autre qui nous permet de mieux explorer le sens des choses, les histoires qu'on raconte avec les choses. Et c'est une méthode en utilisant le Lego. C'est une méthode Lego Serious Play où les étudiants jouent avec du Lego et au lieu de parler, ils construisent. Et l'idée, c'est qu'on construit d'abord du Lego et ensuite on raconte l'histoire liée au Lego. Et en utilisant ce genre de méthode, déjà au niveau dynamique de groupe et individuel, il y a une approche assez différente. Et le dynamique de groupe a été très très positif. Ça nous permet aussi de jouer sur cette notion de fixité mentale autour des choses, de transformer les choses en construisant autrement avec du Lego. Et surtout, et c'est un peu là-dessus que je voulais finir, de jouer avec des notions de métaphores. Que représentent les choses? Quelles sont les histoires qu'on raconte autour des choses et d'essayer de creuser cet aspect-là. Et malheureusement, je sais que le temps, il est compté, mais c'est vrai que cette méthode de Lego, c'est quelque chose que j'utilise maintenant depuis 2 ans avec mes étudiants. Alors déjà, on est dans une logique de flow total, hein, si vous voulez, le plaisir d'avoir un silence total, un engagement total, mais surtout une exploration des choses et du sens des choses qui va au-delà de résoudre un problème, mais aussi d'explorer le sens derrière aussi. Et donc l'idée de se dire que créativité, oui, mais ce n'est pas seulement résoudre un problème, c'est aussi de comprendre le sens des choses, le sens des rituels, le sens de la façon d'utiliser les choses et d'explorer ça avec différentes méthodes. Voilà. 2 minutes encore. Ah ben, non, mais là je peux dire un exemple. Le Lego, c'est construire. Donc l'exemple du Lego, c'est, allez, on construit quelque chose et après il faut imaginer cette chose-là dans un autre contexte. Et là, ce qui est sympa, là, je prends l'exemple quand je dis les choses. Là, ce sont des citations, vous aurez les PowerPoint après si vous voulez. Mais un étudiant, l'idée c'est on développe par exemple une voiture. Après, il faut reconstruire la voiture, après, il le faut. Et à la fin, par exemple, il faut imaginer la voiture ou le moyen de transport dans une cuisine. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est les commentaires des étudiants. Là, c'est un étudiant qui a dit « mais j'étais incapable de penser à ce que ça pouvait être dans une cuisine ». En fin de compte, il avait construit un avion au départ et c'est resté un avion. Il n'arrivait pas à avoir autre chose qu'un avion dans la cuisine. Alors, je ne sais pas vous, mais je n'ai pas besoin d'un avion dans la cuisine. Il aurait dû en faire quelque chose d'autre, mais il était incapable de sortir de sa façon de voir les choses, ce que j'ai trouvé plutôt sympa. Et l'autre chose qui est sympa, c'est qu'on peut aussi faire construire des choses et dire, écoutez, vous allez construire un pont, mais un pont avec une histoire. Et donc, ils construisent le pont et après, ils racontent l'histoire. Et cette méthode avec le Lego, malheureusement, là, je pourrais en parler pendant longtemps aussi déjà, mais ça permet effectivement d'allier construction manuelle, donc penser avec les mains, construire des choses avec les mains, et aussi attacher une histoire aux choses et raconter à travers ça, hein, de façon un peu indirecte. Donc, différentes méthodes, comme j'ai dit, on en utilise plusieurs, on est toujours preneur, hein, il ne faut pas se fixer, enfin se limiter, je pense, à une méthode, il faut explorer aussi différentes méthodes, hein, si on veut promouvoir la créativité, mais on a des très très belles expériences, et c'est vrai que c'est toujours, les étudiants, ils adorent ça, et je pense que c'est bon, on va continuer, hein, on va trouver d'autres méthodes, et puis continuer à travailler justement avec nos collègues d'Amadeus là-dessus. Voilà. Merci je passe beaucoup, la main. Peter. Je crois qu'on peut l'applaudir. En fait, donc, avant de passer à Steve, je crois que tu as quelque chose à donner à Steve. Ah, mais ça, je veux Voilà. Ah, Et pendant ce temps-là, je vais juste présenter Magali, je ne l'ai pas présenté tout à l'heure exprès pour regarder la surprise. Je me suis dit, mais qui est cette personne qui fait des belles choses? Alors, Magali, peut-être en 30 secondes.
Bonjour, je suis facilitatrice graphique, donc comme vous le voyez, c'est l'art de retracer en quelques petits mots, en quelques dessins très simples, le contenu d'une intervention. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez venir me voir après, mais en tout cas vous aurez un petit souvenir de cette conférence à travers ces dessins. Merci beaucoup, Mélanie. Et maintenant, c'est à Steve. La vie est bien faite, visiblement, parce que Peter termine sa présentation sur le Lego. Alors, toutes les méthodologies que Peter a présentées jusqu'à présent, on les utilise au quotidien. Mais visiblement, l'Academia a toujours un train d'avance sur l'entreprise, donc on n'utilise pas encore le Lego. Mais de ce fait, en rentrant, je vais aller piquer le Lego à mes enfants et je vais le ramener au bureau et on va de ce fait commencer à utiliser le Lego pour nos travaux. Non. Voilà. Donc je suis ravi, bonjour, je suis ravi d'être là parmi vous ce matin pour parler d'innovation et pour vous témoigner finalement comment l'innovation, et plus particulièrement l'innovation en rupture, peut être organisée dans un grand groupe comme Amadeus. Je m'appelle Steve Kopp et je dirige le département Amadeus Horizon 3. Et rien que le fait qu'un département comme le mien existe et que ce soit moi qui le dirige, démontre d'une certaine manière la maturité dans l'innovation et la maturité de la culture de l'innovation que peut avoir un grand groupe comme Amadeus. Parce que plutôt que de choisir finalement un ingénieur, un expert technologique ou quelqu'un qui a une expertise en business, ou voire même quelqu'un qui a une longue expérience dans le domaine du voyage, ils ont choisi un historien de l'art pour diriger ce département. Et finalement, ils ont donné les clés du futur à quelqu'un qui avait très peu finalement en commun avec le modèle mental que peut avoir une organisation comme Amadeus au niveau de la R&D. Mais en soi, ce n'est pas bien grave, parce que le fait de diriger un département d'Horizon 3, et je vais vous expliquer en 2-3 mots ce en quoi ça consiste, le groupe Amadeus a compris finalement que l'innovation, et l'innovation en rupture en particulier, requiert en fait de regarder le monde à travers d'autres horizons, à travers d'autres yeux, avec des yeux nouveaux finalement. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par innovation en rupture, ou alors innovation transformationnelle, ou innovation horizon 3 ? En fait, chez Amadeus, on a mis en place ce framework-là, ce qui s'appelle le Three Horizon Innovation Framework, qui permet de manager l'innovation et ses incertitudes. En fait, ce framework-là permet de classifier le type d'innovation en trois paquets finalement. On a tout d'abord l'horizon 1, qui est l'innovation adjacente, l'innovation finalement incrémentale. C'est ce que fait le business, c'est ce que fait la R&D au quotidien. Et donc, plus on va vers le futur, plus les incertitudes augmentent, mais aussi plus les opportunités et l'impact augmentent. Donc, je ne vais pas rentrer en détail sur l'horizon 2, mais mon département, nous, on s'occupe de tout ce qui est horizon 3. Et donc, ce framework-là, il a été créé autour des années 2000 et il a été utilisé avec succès chez McKinsey, mais aussi chez IBM et plus récemment chez Facebook, par exemple. Et ce qu'il a de particulier, il permet vraiment de gérer le risque qui est associé à l'innovation. C'est-à-dire, si on a une ambition, imaginons qu'on veut générer 500 millions de revenus sur un laps de temps de 5 ans, en fait, ce qu'il faut savoir faire, c'est de différencier son portefeuille d'innovation et les risques associés et aussi les investissements. Pour un horizon 1, on a une très bonne connaissance finalement du retour sur investissement. Donc on comprend très facilement combien finalement on peut générer de revenus lorsque on investit dans de l'horizon 1. C'est beaucoup plus incertain dans l'horizon 3, mais comme je le disais auparavant, les retours sur investissement sont plus importants aussi. Et donc, finalement, cette matrice, elle permet vraiment d'avoir un portefeuille balancé. Généralement, on parle de 70, 20, 10 en termes d'investissement. C'est à peu près aussi ce qui est le cas chez Amadeus. Et donc voilà, donc ça c'est un outil qu'on a mis en place il y a quelques années et qui permet vraiment d'avoir un portefeuille d'innovation assez maîtrisé. Donc, regardons un peu plus près
la mission de mon département. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on essaye de faire au quotidien? Le plus important, c'est vraiment de faire finalement de la comment on dit ça en français, trend watch. En fait, on regarde, on passe notre quotidien à essayer de comprendre quelles sont les forces disruptives qui auraient le potentiel de venir impacter l'industrie du voyage sur un moyen à long terme. Et donc ça peut être des tendances, des forces disruptives de différentes natures. On peut parler de techno, donc par exemple tout ce qui est autour de la XR, donc la réalité augmentée, la réalité virtuelle, ce sont des choses qu'on regarde, mais pas que. Ça peut être aussi des changements sociétals ou même des changements dans les revenus économiques. On a vu récemment, du moins dans les dernières années, des nouveaux revenus économiques surgir, dans le peer-to-peer et ainsi de suite. Donc ce sont ce qu'on appelle nous des forces disruptives qu'il faut continuellement observer afin de s'assurer justement que le business dans lequel on est ne soit pas, à un moment donné, que les avantages qu'on a dans un business ne soient pas, à un moment donné, érodés. Surtout parce que ce qui est généralement applicable à toutes les entreprises qui ont une position dominante dans un marché, et c'est le cas d'Amadeus sur le monde du voyage et du GDS en plus particulier, c'est-à-dire ce qu'on appelle les incumbents, les dominants, en fait, ils omettent de regarder ce qui se passe finalement sur le marché qui n'est pas servi par eux. Donc finalement, ce que vont faire les grands groupes, ils vont investir pour plaire et pour supporter finalement les besoins de croissance de leurs clients principaux, sans continuer à regarder ce qui se passe autour. Et donc, il y a tout un marché qu'ils ne servent pas, sur lequel des startups peuvent venir finalement se positionner et petit à petit monter ce qu'on appelle une trajectoire disruptive pour venir à un moment donné manger des parts de marché importantes de l'entreprise en question. Donc, on regarde quelles seront les forces disruptives qui pourraient, à un moment donné, venir impacter notre business. Et comment est-ce qu'on le fait? Et donc là, on a un lien très fort avec la présentation de Peter. Donc nous, notre mission, c'est vraiment de regarder tous les use cases radicaux qui pourraient potentiellement, protéger la valeur, mais deux, surtout créer de la nouvelle valeur avec des nouveaux clients et avec des nouveaux partenaires. Donc voilà à peu près ce qu'on essaye de faire dans mon département. Et donc je me suis dit, rien de mieux qu'un exemple. Et donc à chaque fois, dès que je monte ce slide, j'ai Amadeus, ils me disent « Ah Steve, arrête, est-ce que tu ne pourrais pas avoir un exemple un peu plus corporate, quelque chose qui est attrait au marché du voyage ?» Mais je trouve que cet exemple-là, il fonctionne à merveille. Donc bon, je n'ai pas besoin de vous poser la question ce que c'est, on est tous d'accord, c'est un piège à souris. Et ce qui est intéressant dans ce piège à souris, c'est que c'est le piège à souris qui a été breveté sous cette forme-là en 1894 et il n'a quasiment pas évolué depuis. C'est ce qu'on appelle le design dominant. Donc qu'est-ce qu'un design dominant? C'est finalement le produit qui va avoir un processus, des fonctionnalités, un revenu, un modèle économique qui le positionne comme un de facto standard sur le marché. Donc, vous pouvez demander à qui vous voulez, est-ce que tu peux me dessiner un piège à souris? Il y a de très fortes chances que le piège à souris qui va être dessiné, c'est celui-là. Donc, tout le monde, on est tous d'accord, on sait comment il fonctionne, on sait pourquoi il est là, et ainsi de suite. À chaque fois que je montre cette image, moi, je suis émerveillé, parce que c'est un autre piège à souris. C'est un piège à souris qui a été designé et qui a remporté un prix de design il n'y a pas si longtemps, il y a 7 ans. Et on voit tout de suite, finalement, comment ce nouveau design-là vient radicalement changer la proposition de valeur du design dominant. Donc, pour ceux qui ne comprendraient pas tout de suite comment ça fonctionne, donc finalement, dans ce bel objet, on met un appât, la souris rentre, le vase bascule, et donc la souris n'est plus tuée. Donc le fait que la souris ne soit plus tuée, effectivement, présente une proposition de valeur radicalement différente. Et donc, comme c'est prévisible, finalement, avec l'innovation en rupture introduit de facto des incertitudes. On parlait d'incertitudes tout à l'heure, et si on les classifie un tout petit peu selon le design thinking, donc on a d'abord des incertitudes au niveau de la désirabilité.
Donc effectivement, est-ce que c'est désirable? Est-ce que tout le monde sera à l'aise de se promener avec une souris vivante dans une sorte de vase pour la relâcher en liberté un peu plus loin de la maison? De la même manière, pour ceux qui aiment le vin et qui décantent le vin et qui lavent la carafe après coup, tout le monde sait de quoi je parle, c'est extrêmement difficile à laver. Donc du coup, la question se pose ici aussi, comment est-ce qu'on lave cet objet-là? Mais même au niveau de la viabilité, quand on regarde le design dominant, c'est très très peu cher de produire le piège à souris d'avant. Le prix d'achat est ridicule, alors que là, on imagine que cet objet-là a absolument pas le même prix de production ni le même prix à l'achat. Mais ce qui est surtout vraiment intéressant, et c'est pour ça que j'utilise cet exemple-là, c'est que ce n'est pas la première fois qu'un piège à souris donc non létal a été designé et créé. En fait, le premier piège à souris non létal a été breveté 24 ans avant l'autre. Mais il n'a jamais vraiment percé et il n'a jamais réussi à s'imposer sur le marché. Et donc, ce qui m'amène à parler de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, des forces disruptives. Pourquoi en 2010, un designer indien qui se dit « il est de nouveau temps de mettre sur le marché un piège à souris non létal ». C'est pour ça. Dans les années 80, en fait, une force disruptive a commencé à voir le jour. Donc, toutes les organisations qui sont pro-animaux, qui investissent beaucoup, internationalement parlé, afin que les animaux soient traités de manière beaucoup plus juste, c'est une force disruptive qui a finalement influencé le design et qui fait que maintenant, on pourrait se poser la question si le marché qui n'a jamais, sur les derniers 100 ans, qui n'a pas été prêt à finalement adopter un piège à souris non létal, est-ce que maintenant le marché petit à petit va l'être? Et est-ce que ce genre de piège à souris va à un moment donné remplacer et devenir le futur design dominant? Donc cette question des forces disruptives est extrêmement importante parce qu'en fonction de quand est-ce qu'on positionne un objet, un produit sur le marché, il faut vraiment s'assurer que le marché est prêt à adopter, qu'on ait finalement ce qu'on appelle les early adopters, qu'on ait un nombre suffisant d'early adopters afin qu'on puisse à un moment donné faire vendre son produit et avoir une croissance intéressante. Excusez-moi, je vais juste... Donc, maintenant, je vais rapidement vous parler de qu'est-ce qu'on a mis en place chez Amadeus afin justement de pouvoir travailler sur ce genre d'innovation en rupture. Donc, tout d'abord, le plus important à mes yeux, c'est une équipe pluridisciplinaire. Et là, je me suis pas mal engagé auprès de nos ressources humaines quand il s'agissait d'embaucher des psychologues et ainsi de suite, donc des profils que Amadeus n'avait pas vraiment l'habitude d'engager. C'était un peu un débat, parce qu'en plus, chez Amadeus, en fait, comme dans beaucoup de grandes entreprises, il y a des tests à passer pour rentrer. Et donc moi, je ne regardais pas les tests. Moi, peu importe finalement les résultats aux tests, moi, ce qui m'importait, par exemple, beaucoup plus, c'était les hobbies des candidats. Donc j'essayais vraiment de construire une équipe qui pouvait fonctionner en tant qu'équipe avec des profils complètement différents, peu importe finalement les résultats à des tests mathématiques, mettons, qui sont les tests classiques chez Amadeus. Donc tout d'abord, pour faire de l'innovation en rupture, il faut une équipe pluridisciplinaire. Plus l'équipe est variée, mieux c'est. Ensuite, on passe notre quotidien, et Peter en a parlé, à casser la fixité mentale, et on commence par nous-mêmes. Donc dans nos meetings hebdomadaires, je demande à chacun, pendant 5 minutes, de présenter une lecture, un article sur quelque chose qui l'a marqué pendant la semaine, et ça n'a rien à voir avec le voyage. On peut parler d'épices cultivées en Inde, comme on peut parler de recettes de cuisine, comme on peut parler de rhum ou de gin.
l'essentiel, c'est qu'à un moment donné, la personne puisse expliquer en quoi ça lui a permis finalement d'ouvrir les chakras et d'essayer de voir comment les choses que les différentes personnes présentent pourraient s'imbriquer afin de nous permettre de casser cette fixité mentale. Et donc on utilise bien évidemment aussi des méthodologies dont a parlé Peter tout à l'heure. Donc personnellement je suis un grand fan de la méthodologie Disrupt de Luke Williams, qui est assez similaire du Systematic Inventive Thinking. Et donc c'est une méthodologie qui... J'ai un problème de son. D'accord. Il n'y a pas de mal. Donc c'est une méthodologie qui permet justement de comprendre les clichés et les conventions d'un produit ou d'un service et par des mécanismes de multiplication ou d'inversement de créer des propositions de valeur en rupture. Pour vous donner rapidement un exemple, une des conventions à laquelle on ne pense même pas, c'est qu'aujourd'hui, quand on achète un billet d'avion, on paye le billet d'avion avant de finalement partir en voyage. Et bien avec cette méthodologie, elle permet d'avoir un questionnement qui serait de dire pourquoi est-ce que cette convention-là, elle doit continuer à exister? Est-ce qu'on ne pourrait pas payer le billet d'avion après être parti, ou même quand on revient? Et du coup, ça permet à un moment donné de poser des questions comme qui est-ce qui aurait un intérêt à cette proposition de valeur-là? Et bien, on se rend très vite compte en tant que voyageur, et ben, si mon avion a du retard, ben, je pourrais déduire peut-être un montant non significatif du prix du voyage. Donc voilà, donc ça, ce sont des méthodologies qu'on utilise au quotidien pour casser la fixité mentale. On passe aussi beaucoup de temps, comme je disais déjà, à écouter les signaux faibles. Donc les signaux faibles, c'est tous ces bruits qu'on peut entendre, qui ne sont pas encore des tendances très fortes, parce qu'il y a aussi avec les tendances le fait il faut faire attention avec les tendances, parce que si on suit trop les tendances, il y a un fort risque de se retrouver là où il y a beaucoup de compétition, parce que tout le monde va suivre les tendances. Donc moi je suis un adepte d'écouter plutôt les signaux faibles, donc pas ce qui est déjà comme une tendance bien reconnue, mais en amont de ça. Et ensuite, on a la chance finalement d'avoir l'ownership de l'idéation. Ce que ça veut dire qu'on ne reçoit pas notre ordre de marche finalement d'Amadeus, de l'organisation. On est nous-mêmes responsables de trouver les sujets sur lesquels on travaille. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça nous donne une liberté d'action et justement, ça permet justement de ne pas se retrouver à être bloqué par la fixité mentale de l'organisation à proprement parler. Ensuite, on a théorisé cela dans ce qu'on appelle les Extended Launchpad, qui sont des workshops de 2 jours qui sont ensuite suivis par 3 mois d'exploration, dans lesquels on fait exactement ce que je viens de dire. Donc on va inviter sur un sujet donné qu'on aura choisi nous-mêmes des experts de l'entreprise, mais aussi des experts de l'extérieur, et on va essayer de comprendre quelles sont justement ces conventions ou ces clichés qui finalement sont ceux que les experts connaissent le mieux. Et ensuite, on va commencer par une journée de divergence à essayer de créer ces propositions de valeur en rupture dont j'ai parlé tout à l'heure. Et le workshop va se finaliser par le fait de reconverger et de créer une liste de propositions de valeur qu'on va ensuite documenter dans le Lean Canvas, et aussi avec toute une liste d'hypothèses qui sont rattachées à ces propositions de valeur-là. Le point qui est également pour moi extrêmement important, surtout dans une organisation comme Amadeus, c'est plus on a des idées en rupture, plus on est obligé de démontrer qu'on n'est pas juste en train d'avoir des pensées un peu folles. Il y a vraiment un besoin d'être extrêmement précis et organisé dans le management des incertitudes et des hypothèses. On passe énormément de temps dans mon département à rédiger les hypothèses, même si on les connaît nous-mêmes, pour qu'on puisse les communiquer à l'organisation afin qu'ils aient une vue sur ce qu'on fait. Je me suis rendu compte que finalement, c'est ça qui permet à un moment donné
à une équipe comme la mienne de grandir, de grossir et d'avoir de plus en plus de budget pour faire ce qu'on fait. Ensuite, Peter en a parlé, on utilise vraiment beaucoup la Lean Methodology, donc on est vraiment dans un cercle vertueux où on construit, on mesure et on apprend et ainsi de suite sur nos projets. Et ensuite, on essaye d'aller tester le marché le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on a la capacité, avec l'équipe qu'on a construite, de l'idée au MVP, et donc c'est sur mon prochain slide, d'aller tester le marché dans un temps à peu près de 3 mois. C'est-à-dire entre une idée en rupture qu'on pourrait avoir et la construction d'un premier MVP avec des qualités suffisamment bonnes pour aller tester le marché sur un volume assez conséquent, ça nous prend à peu près 3 mois. Et c'est aussi parce que chez nous, les projets sont vraiment co-leadés par ce qu'on appelle des CEO, comme dans le monde des startups et des CTO. Donc on a chaque projet est vraiment organisé par le leadership d'un CEO et d'un CTO qui vont eux-mêmes sourcer dans le pool d'employés qu'on a dans l'équipe avec qui ils vont travailler. Donc c'est très dynamique. Donc s'ils ont besoin d'une ressource UX, ils vont avoir la ressource UX. On a des social media managers. Donc ils ont vraiment la capacité à créer une équipe pluridisciplinaire et de driver le projet avec donc les capacités vraiment de fast prototyping et de développement MVP pour aller tester le marché le plus vite possible. Et je pense que c'est tout, en fait. C'était vraiment un témoignage assez rapide de ce qu'on a mis en place dans une organisation qui n'avait à la base pas forcément les chakras ouverts pour ça. Donc pour l'instant, ça fait plus d'1 an qu'on existe. On commence à avoir des premiers succès de projets qui sont sur le marché. Et donc, espérons que ça dure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peter et Steve, de nous avoir ouvert les chakras à plein pot. Et donc maintenant, puisque vous avez les chakras ouverts à plein pot, on arrive à la partie des questions-réponses. Donc on va demander à nos 2 conférenciers de se lever. Qui pose la 2e question? Je prendrai la première, parce que personne ne la prend. Mais si, il y en a plein, là, c'est bon. Merci, c'est pour Amadeus. Là. Je voulais savoir, donc, pour bien comprendre votre prospective pour aller vers une clientèle encore indéfinie, quelle est exactement actuellement la clientèle de Amadeus? J'imagine, parce que je suis très naïf, je ne voyage pas beaucoup, mais que vous avez une clientèle d'agence de voyage. Absolument. À 100%. Quoi. Pas que, non, absolument. Donc il faut que vous trouviez des solutions qui supervisent le ressenti des agences de voyage pour toucher des nouveaux produits clientèle. Quoi. Alors, voilà, on a un pool de clients un peu plus riche que ça, donc effectivement, vous avez raison, on a tout un pan d'agences de voyage, donc physiques, des agences de voyage comme on les connaît du coin de la rue, mais aussi tous les agences de voyage en ligne, donc ça représente de plus en plus de monde. Mais on a de l'autre côté, parce qu'on est dans un business d'intermédiation, donc on a de l'autre côté en fait l'offre que ces agents de voyage vont distribuer, donc on a un pôle très important d'agences d'airline en fait. D'accord, donc on distribue le contenu airline. Mais nous, dans mon département, en fait, on part du principe que tous ces clients-là, nous-mêmes, on essaie d'avoir une approche qu'on qualifie de B2C2B, en fait. Donc c'est un peu particulier. Nous, on essaye toujours d'aller le plus rapidement possible en contact avec l'utilisateur final. C'est pour ça que je parlais par exemple de social media. Aujourd'hui, on peut du moins très régulièrement, on va construire une page web ou finalement un touch point final vers lequel on va faire de la publicité, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, sur les réseaux sociaux, afin de mesurer directement l'appétence de l'utilisateur final. D'accord ? Et une fois qu'on a compris quelle est l'appétence de l'utilisateur final, à ce moment-là, on va se poser la question, bon alors à qui est-ce qu'on pourrait vendre cette appétence-là qu'on a trouvée ? Alors, comme je le disais avec le framework des horizons, les clients actuels sont déjà très bien servis par l'organisation.
Et donc tout ce qui finalement est de l'innovation incrémentale pour ces clients-là va être fait par la R&D classique. Nous, on va plutôt se concentrer sur des clients qu'on n'a pas encore. Quels pourraient être des clients potentiels pour lesquels nous, Amadeus, on pourrait avoir une valeur à apporter? Ça répond à votre question? Oui, donc c'est en amont de vous inciter sur le client final, pour que le client final fasse la demande auprès soit des compagnies, soit des agents de voyage, pour un niveau typologique. Voilà, on peut dire ça. Voilà. Oui, je pense que ma question va un peu vous concerner tous les deux. Je suis directrice de la recherche art et sciences dans une start-up qui s'appelle Innocence. Voilà, où on recherche en quoi l'interaction entre l'essence et notre vécu prend sens. Et ma question concerne effectivement à quel point le marché est mûr pour la disruption et comment on la communique. Moi aujourd'hui, si je regarde ce qu'on appelle l'innovation, on tourne dans un certain pool d'innovation, on n'arrête pas d'innover sur les applis d'appli, etc. Mais j'ai un petit peu l'impression que quand on part avec quelque chose justement de plus disruptif, justement qu'on ne peut même pas imaginer ce que c'est, comment on en parle, comment on trouve les clients et comment on gère ce processus de communication. À une époque, j'ai travaillé chez Procter & Gamble et je me rappelle, on avait développé une lessive pour les Russes qui était tellement géniale que quand on leur donnait à tester, ils continuaient à faire cuire le linge, etc. Et ils ne voyaient pas la disruption. Donc après, le produit, ils n'en voulaient pas. On leur demandait « Would you want to buy it ?» I don't know. Et en fait, il fallait leur expliquer en quoi ce processus était disruptif et qu'il y avait tout un ensemble de choses à mettre en place et leur dire « Bah non, en fait, vous pouvez regarder la télé pendant que la lessive se fait. » Voilà. Si on ne leur dit pas, les gens ne le voient pas. Voilà. Donc comment on permet à quelque chose de disruptif de venir sur le marché et d'être successful? Mais effectivement, enfin, je pense que là on est sur d'autres problématiques qui sont des problématiques d'adoption et d'assimilation. Hein. Et c'est là qu'il faut bien comprendre, je pense, le consommateur, les obstacles possibles. C'est là, en fin de compte, qu'il y a beaucoup d'échecs. Hein. L'échec, c'est pas forcément dans le produit ou dans l'idée. Hein. C'est souvent dans le fait que les personnes n'y voient pas l'intérêt ou qu'ils aient du mal à adopter quelque chose. C'est un peu l'idée du piège à souris. Hein. Pendant des années, écoutez, on utilise le même piège et puis après, tout d'un coup, il y a un changement dans l'attitude ou dans d'autres choses qui font que. Hein. Et ça, je pense que c'est connaissance du marché, connaissance du consommateur, mais connaissance profonde. Les Procter, ils sont très bons pour ça aussi. Et effectivement, il y a des moments où ça passe, il y a des moments où ça passe pas. Et c'est souvent en testant. Et parfois, on a des surprises aussi. J'ai cité l'exemple de Coke, où ils ont voulu sortir le nouveau Coca-Cola. En faisant tous les tests possibles, tous les tests des études de marché qu'il fallait, mais en découvrant après que finalement c'est dans la tête et c'est pas dans la bouche. C'est important. Donc je pense que c'est là qu'il y a effectivement toute la partie un peu anthropologue, ethnologue et ethnographe, etc. qui intervient aussi. C'est de comprendre aussi les rituels, c'est de comprendre les petites choses qui font la différence. Et c'est dans ces détails-là qu'il faut aller. Hein. Mais il n'y a pas de formule magique. Steve? Non, c'est très juste en fait. On parlait tout à l'heure du problème framing en fait. Moi je suis assez convaincu que, et peut-être que c'est mon background d'historien de l'art qui me fait dire ça, c'est que le monde des problèmes est un monde fini en fait. C'est-à-dire, c'est très difficile de trouver un nouveau problème. Effectivement, la société évolue et donc avec cette évolution-là, on peut imaginer qu'il y a des nouvelles sources de problèmes qui vont naître. Mais aujourd'hui, finalement, tous les problèmes, et l'exemple du piège à souris est un très bon exemple pour ça, le problème est connu et la solution existe. Donc si vous venez avec une nouvelle solution, vous avez de facto, en fait, la problématique de faire changer d'habitude des gens qui règlent déjà un problème aujourd'hui. C'est-à-dire le monde est un monde de problèmes et en même temps un monde de solutions. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des solutions pour tout problème, quasiment. Et donc c'est très difficile finalement si on se dit en fait ma solution elle est meilleure qu'une autre. Ça prend beaucoup de marketing, beaucoup de temps aussi pour opérer ces changements-là. Après, c'est là qu'on rejoint ce que je disais sur les histoires, sur les narratifs. Hein. C'est ça qui est important. C'est les mêmes choses, mais vues autrement.
Et ça, on le voit souvent dans les marchés où il y a une premiumisation de choses qu'on prenait comme de l'argent comptant. Tout d'un coup, on voit la valeur de quelque chose. C'est là aussi que, par exemple, tout d'un coup, je parlais des boissons, enfin des alcools, que le marché du gin explose. Alors que pendant des décennies, le gin, enfin déjà, même des siècles, le gin, c'était la boisson de la pauvre femme au foyer qui n'avait pas autre chose à faire, etc. Et tout d'un coup, c'est devenu un objet de mode, un truc de mode. Il y a tellement de gin qu'on ne sait plus quoi en faire. Et chaque gin qui a une histoire différente, produite d'une façon et ainsi de suite. Et tout d'un coup, on découvre une merveille, alors qu'avant, c'était une tristesse. C'est là aussi que, par exemple, dans les lessives, tout d'un coup, on commence à nous dire que dirt is good. Se salir, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que Procter est là pour faire la lessive, et puis l'important, c'est l'éducation des enfants, et que les enfants s'éclatent en se mettant dans la boue, et ainsi de suite. Donc pour moi, et ça, je pense que le marketing qui est roi là-dedans, c'est raconter les choses autrement. C'est de nouvelles histoires à raconter, des nouvelles rituels à trouver, et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Ok, on va prendre une autre question ici. Bonjour, merci. Question à tous les deux. Est-ce que vous pensez que l'accès à la connaissance aujourd'hui, pour tous, rend ce monde plus créatif? Et la deuxième question, c'est par rapport à vos étudiants. Peter, je voudrais savoir si, peut-être que vous enseignez depuis une vingtaine d'années, je ne sais pas. Est-ce que vous avez trouvé une transformation chez les étudiants dans leur créativité? C'est une très bonne question. Et comme toujours, avec une bonne question comme ça, il faut un peu hésiter. Moi, j'ai tendance à dire que non. Et ça, c'est mon expérience. Après, c'est difficile de généraliser, et j'ai pas d'études concrètes, hein, donc c'est pas du tout fondé sur une vraie étude. Mais l'impression que j'ai, c'est que puisqu'il y a tellement d'informations, on reste beaucoup plus sur la surface des choses. Et qu'on ne remet pas en question. Il y a tellement un flot d'informations, de nouveautés, de trucs, de bêtises aussi, hein, de vidéos sur des petits animaux qui font des bêtises, et j'en oublie. Hein. Et ça, je le vois à la fois avec mes étudiants, mais aussi avec mes enfants. Il y a ce flot continu de choses divertissantes, qu'on reste sur la surface des choses. Et ça, je le vois quand je travaille avec mes étudiants sur la créativité. On est obligé vraiment de les aider à aller au-delà de la surface des choses, aller un peu en profondeur, se poser des questions. Et ils sont pleins d'a priori. On a l'impression qu'ils sont jeunes, donc ils se posent plein de questions, ils sont pleins d'a priori, plein d'idées reçues. Et je pense qu'il faut pousser. Mais rien que l'idée de faire une analyse visuelle de quelque chose, ils ne savent pas le faire. Ils regardent plein de vidéos, mais ils ne savent pas analyser une vidéo. Ils sont consommateurs, mais ils ne sont pas producteurs. Et c'est là, je ne sais pas, Steve. En fait, je ne peux pas vraiment parler pour mon équipe, parce que j'essaie quand même de choisir ceux qui ont un peu qui n'ont pas ce problème-là. Mais je peux parler de mes enfants. Moi, je suis du moins, tout en essayant d'être un bon père et de les stimuler. Je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, Peter. Je veux dire, si on compare la créativité de mes enfants par rapport à, je ne vais pas parler de la mienne quand j'avais leur âge, mais ce que je voyais de mes copains, ça n'a rien à voir en fait. Et là, je parle de mes enfants, mais je pourrais très bien parler des enfants de mes amis aujourd'hui. Je trouve qu'effectivement, l'accès à la connaissance, de manière sans contrainte, justement, est un problème et est un frein aujourd'hui à la créativité. Après, ça ne nous empêche pas de travailler avec eux. Et c'est vrai que quand je travaille avec eux, on fait aussi des choses merveilleuses. Donc je pense que c'est là aussi que se dire, c'est peut-être pas de leur faute. Hein. C'est peut-être aussi que dans l'école, on ne les pousse pas assez. On ne donne pas assez de valeur à cette approche-là, hein, je suis désolé. Moi, je vois le passage de mes étudiants, de mes enfants au lycée, la créativité, niette. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils soient créatifs? Alors qu'effectivement, moi, je les récupère à Bac plus 5, on fait des choses, on fait du Lego, on fait des trucs, on revoit des histoires, on fait des présentations vidéo avec des choses, etc. Ils font des merveilles. Donc, on n'a pas tué le potentiel, mais on n'a rien fait pour l'éveiller. Alors j'ai 3 questions, une ici et 2 là-bas. Bonjour Emmanuel, j'ai une plateforme de recherche de lieux pour événements professionnels et c'est un métier qui est en pleine mutation.
Et étant membre du CJD, Centre des jeunes dirigeants, on a travaillé en commission, en interne, sur la méthode Océan Bleu, justement pour réfléchir à tout ce marché disruptif. Et ça fait 6 mois qu'on travaille dessus, sur une année complète. Et je ne vous ai pas entendu parler de la méthode Océan Bleu, et pour moi, c'est un peu mon mode d'emploi. Et notamment, ça se décline bien sur les PME, Oui, parce oui. qu'on n'a pas tous la possibilité Ouais, de... c'est vrai. Ouais, mais c'est une méthode parmi d'autres. Et c'est vrai qu'on ne peut pas parler de toutes les méthodes. J'ai failli d'ailleurs le rajouter, mais déjà je me faisais gronder parce que j'avais trop de slides. Et on aurait pu. Donc c'est une méthode comme une autre qui a l'avantage par ailleurs, et ça je l'utilise beaucoup avec mes étudiants pour cette raison-là, qui a l'avantage d'obliger tout le monde à regarder la concurrence, à regarder ce qui se fait déjà sur un marché, et de se dire qu'effectivement il y a là une source étonnante d'informations, de comparaison, et puis c'est en établissant ce que font les autres qu'on peut faire autrement. Parce que faire autrement, ça suppose déjà qu'on sache ce qu'on fait. Et on est différent par rapport à l'existant. Donc étudier l'existant et moduler, modifier, réduire, augmenter, ainsi de suite. Le grand classique, c'est le cirque du soleil, on le sait tous. Donc qu'est-ce qui se passe si dans un cirque j'enlève les animaux? Oh, tiens, c'est plus la même chose. Et puis on redécouvre le cirque. Donc, mais oui, hein, c'est une méthode comme une autre et qui est très bien, qui a quelques similarités aussi avec le SIT, Systematic Inventive Thinking. En fait, c'est une méthodologie que nous, on n'utilise pas vraiment dans notre processus créatif, mais ce que j'ai essayé de dire sur les tendances, en fait, ça va un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire, on fait pas mal de veille sur tout ce qui est tendance, et donc, très rapidement, je dis à mes équipes, c'est bien, mais si on va là où va la tendance, il se peut que ce soit déjà un espace extrêmement concurrentiel, en fait. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de signaux faibles pour essayer finalement de ne pas tomber dans le piège à aller là où tout le monde est. Mais sinon, on ne l'utilise pas vraiment dans le processus créatif. On est plutôt sur du site ou sur du disrupt. Ok, on va prendre une autre question. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Pascal. Donc je développe un réseau Internet différent qui est basé sur des valeurs qui ne sont pas celles du paradigme en cours, soit local, durable et privé, donc à peu près l'inverse de ce qui se fait de nos jours. Et ce qui m'a frappé dans la présentation de Steve Knopp, c'est la posture en fait. Je parlais des hobbies, je pratique les arts martiaux depuis des dizaines d'années, et la posture que vous décriviez dans une slide sur Amadeus est pour eux une posture défensive, dans le sens de chercher, vous disiez bien, qu'ils cherchaient à protéger leur territoire. Pour moi, l'innovation, c'est aller vers l'avant, donc c'est une posture où vous êtes en déséquilibre avant pour être ouvert, pour une réactivité que vous n'avez pas sinon. Et est-ce que ça vous gêne pas au quotidien dans votre travail? Est-ce que c'est pas à l'opposé, vous voyez ce que je veux dire, de ce que peut être l'innovation? Enfin, pour moi, en tout cas, à l'intérieur des tripes, c'est ça. Donc, vous avez absolument raison. Je veux dire, l'innovation sert à deux choses. Protéger la valeur ou créer de la nouvelle valeur. Et en fait, j'avais les deux. Aujourd'hui, Amadeus, bien évidemment, est dans un monde absolument d'exploitation. C'est-à-dire, ils vont exploiter l'acquis et ils sont là pour faire du revenu et ne pas trop se poser de questions, en fait. C'est le propre même d'une grande organisation qui a optimisé tous ses services, ses pratiques et même sa culture autour du fait de faire perdurer et de capitaliser sur l'acquis. Et je ne suis pas là pour changer ni challenger ça. Je suis là en revanche pour ouvrir un deuxième monde à côté du monde de l'exploitation qui est le monde de l'exploration. Et donc, de ce fait, finalement, aider l'organisation à prendre conscience que s'ils ne font rien, s'ils ne se tournent pas vers l'avenir et s'ils n'explorent pas de nouvelles pistes, il se pourrait très bien qu'à un moment donné, le monde de l'exploitation soit disrupté et soit finalement le monde qui va à un moment donné petit à petit disparaître. Donc je joue avec cette dialectique-là et je pense que dans un grand groupe, c'est un peu ça le challenge aussi. On ne peut pas être en frontal comme on pourrait l'être dans une petite start-up. C'est-à-dire qu'il faut ménager le chèvre et le chou. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Merci, je crois qu'il y a une question derrière.
Bonjour. Donc, je tiens à vous préciser que votre présentation était belle. Et donc, je suis Luigi, étudiant en master en dirigeant manager opérationnel. Et vous avez utilisé pour Amadeus donc, le terme réussite, solution et surtout l'avenir. Donc, actuellement et concrètement parlant, quelles seront vos visions pour les années à venir sur la société? Alors, si je parle de piège à souris, c'est aussi en partie parce que je ne peux pas forcément parler des axes de recherche qu'on est en train de mener. Mais dans l'équipe, on regarde finalement des choses assez classiques. Hein. On regarde tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle. On regarde des axes comme les nouvelles hardware finalement. Mais on regarde aussi tout ce qui est développement durable et surtout personnellement tout ce qui est le mastourisme, parce que par exemple ça c'est quelque chose qui aujourd'hui d'un point de vue Amadeus n'est absolument pas regardé, mais je pense que c'est un véritable souci majeur sociétal pour l'avenir. Donc ce sont des choses qu'on regarde. On regarde aussi des choses comme l'évolution de la workforce. Il y a des statistiques assez alarmantes, du moins c'est pas vraiment alarmant, mais du point de vue du business travel par exemple, il se pourrait que d'ici quelques années aux États-Unis, la majorité, du moins plus de 50% de la workforce soit transformée en freelancer. Donc ça, ce sont des changements sociétals quand même assez importants qui aujourd'hui passent un tout petit peu sous le radar. Donc ce sont des choses qu'on regarde aujourd'hui. Donc on a un axe technologique où on va regarder par exemple tout ce qui est réalité augmentée, réalité mixte et réalité virtuelle, mais avec encore une fois des questionnements assez fondamentaux, assez horizontaux. Donc par exemple nous on ne se pose pas la question est-ce qu'un processus de booking ferait sens en réalité virtuelle? Ça, on le laisse pour d'autres. Par contre, on se pose la question, si à un moment donné, la réalité virtuelle continue à évoluer comme elle est déjà en train, finalement, si les capacités augmentent, et pour ceux qui ont utilisé la réalité virtuelle, c'est assez... moi, ça fait peur, honnêtement. Donc la question fondamentale que nous, on se pose, c'est est-ce que, par exemple, le voyage, d'ici 5-6 ans, pourrait être en partie remplacé par la réalité virtuelle? Donc ce sont ce genre de questions un peu en partie sociétales, technologiques qu'on essaie d'adresser. Merci, j'ai une question ici. D'abord, merci d'avoir mis l'importance sur le faire autrement. C'est vraiment clé, nous, dans les entreprises, pour les deux grands objectifs qui sont de grandir et de conquérir de nouveaux clients. Merci aussi pour tout vos storytelling. Je me retrouve beaucoup. Un, parce que je suis anglo-saxon, deux, parce que j'ai le même background que vous. Et j'ai une question pour chacun de vous. La première, c'est parce que je travaille dans une très grande entreprise avec un gros choc culturel entre la culture anglo-saxonne et latine. Et vous avez parlé de la culture de l'échec, et notamment avec la culture de l'échec, oui. Notamment ce musée qui est très connu, c'est cette expérience de pic avec le parfum, mais qui quelque part, pour les anglo-saxons, ça s'est retourné comme un grand succès, parce que ça a permis d'améliorer considérablement les technologies pour faire des briquets et d'allumer des choses comme ça. Et donc, de revenir que l'échec, c'est quelque chose où on peut grandir, ça c'est une question pour vous. Et la deuxième question pour vous, c'est par rapport au tout ce qui est timing, parce que c'est vrai qu'il y a plein de bonnes idées, et vous avez souligné le fait qu'après il y a un moment où on arrive au mauvais moment, et donc ça ne marche pas. Il ne faut jamais désespérer, parce que mais comment est-ce que vous combattez ce facteur temps, ou la bonne idée qui va avec le bon tempo? Oui, en fait, l'histoire de l'échec, c'est une question intéressante. Et je sais qu'il y a toujours, on identifie toujours une différence d'attitude entre les pays anglo-saxons et les pays latins. Bon, ça je ne vais pas creuser là. Mais c'est vrai que j'ai cité l'exemple du musée de l'échec. Et l'existence même du musée de l'échec nous montrait quelque chose. C'est que le musée de l'échec est là, non pas pour s'esclaffer de rire, parce qu'on a échoué, mais pour l'utiliser pour apprendre. Et c'est un peu l'idée, hein, c'est de se dire que qui ne tente rien n'a rien, et que échouer, c'est normal.
mais alors, après, il y a une façon d'échouer. Hein. Il y a des choses comme le Colgate où on se dit, mais bon sang, comment est-ce qu'ils ont pu faire passer ça en comité COMEX hein, parce qu'on regarde, on se dit, mais ils avaient quoi dans la tête quand ils l'ont fait alors qu'effectivement, il y en a d'autres. C'est bien aussi de voir qu'il y a des entreprises comme Apple qui échouent. Hein. On connaît tous le Apple Nul, et ça, on pense qu'il ne peut rien faire qui ne soit pas réussi, alors que c'est rassurant d'une certaine façon de regarder en arrière. Et c'est vrai que je pense que là aussi, j'ai parlé de la dimension historique. Steve a cité l'exemple du piège à la souris. Je pense que c'est très bien aussi d'avoir une vision historique des choses et de savoir un peu quand même les choses qui ont réussi, qui n'ont pas réussi, ainsi de suite, parce que ça permet d'apprendre. Donc pour moi, c'est échouer pour apprendre, mais faut le faire vite, quoi, faire fast, hein, et puis après se remettre debout. Alors, moi en fait j'ai essayé de ne pas proposer des lasagnes à Amadeus comme prochain produit à mettre sur le marché. Après un voyage. Exactement, on ne sait jamais. Non, plus sérieusement, je pense que le framework que j'ai présenté tout à l'heure est un des axes finalement qu'on a réussi à mettre en place et qui nous permet justement d'avoir le temps nécessaire et l'investissement nécessaire. C'est-à-dire, quand on parle d'Horizon 3 et d'innovation Horizon 3, je pense qu'aujourd'hui l'Excom a compris que c'est un investissement à moyen, voire à long terme. Et donc du coup, ce framework-là permet vraiment de manager l'innovation. C'est-à-dire, pour pouvoir faire de l'Horizon 3, il nous faut bien évidemment de l'Horizon 1 et de l'Horizon 2. Sauf que je ne suis pas responsable pour ça, et donc je laisse ça à mes copains. Mais à un moment donné, on a un objectif, on a une ambition au niveau de l'organisation, et on a un budget à investir. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on répartit ce budget-là pour finalement, c'est du risk management pour arriver à l'objectif final. Et donc, l'Horizon 3 en fait partie, donc c'est un peu plus risqué, mais le retour sur investissement est beaucoup plus important. Donc c'est une question finalement d'arriver à communiquer ça à l'Excom, et c'est heureusement ce qu'on a réussi à faire. Et donc du coup, en termes de timing, en termes de timeline, on a un espace-temps un peu plus important, mais encore une fois, il faut savoir, et c'est tout l'objet de ma présentation, il faut savoir à un moment donné quand est-ce que le marché est prêt pour finalement pour que l'adoption d'un produit se fasse finalement de manière assez exponentielle. C'est-à-dire, si vous mettez un produit sur le marché pour lequel vous n'avez pas d'early adopter, vous n'avez pas de traction, et donc du coup vous êtes juste en avance de phase. Donc c'est intéressant parce que vous construisez de la connaissance, et donc la connaissance c'est important, mais vous n'avez pas de marché. Et vous n'avez pas de produit à mettre sur le marché. Ça répond un peu à votre question ? Alors, on va prendre une dernière question. Je la prends que si elle est très courte. Bonjour. Je voulais savoir depuis combien de temps le département Horizon 3 existait, justement, et on est dans la timeline. Et est-ce que vous avez transféré des choses déjà vers l'Horizon 2 ? Alors, le département, moi j'ai rejoint Amadeus il y a 3 ans. Et j'ai mis pas mal de temps finalement à faire tout ce que je dis là, mettre en place un framework, commencer à finalement cider auprès de l'Excom le fait qu'on ait besoin d'innovation Horizon 3, et donc la création même du département date à peu près de la fin 2016, début 2017. Donc c'est extrêmement jeune, et donc dans ce temps-là, j'ai non seulement créé l'équipe, mais aussi on a 2 produits qui sont aujourd'hui dans le product market fit, un assez avancé, et qu'on est en train là de finalement tester sur le reste de l'année, et qui on pourrait dire c'est déjà de l'Horizon 2. Merci beaucoup. Alors il est 9h59, c'est magnifique. Est-ce qu'on est bon aujourd'hui? Alors si vous avez adoré leur présentation, s'ils vous ont enchanté, n'hésitez pas à les applaudir, c'est maintenant. Après, on va baisser le rideau, on relève le rideau, on recommence, non? Est-ce que les gens dans la salle ont été bien pour vous? Est-ce que vous les trouvez bien? Oui, on peut vous applaudir aussi, vous. C'est dans le sens, hein. Vous pouvez vous applaudir vous-même, bravo à vous. Et enfin, je termine avec Magali, qu'on va applaudir également. Regardez, c'est magnifique ce que vous avez fait. Si jamais
vous aviez un compte rendu à faire pour vos chefs, ben voilà, vous faites ça en photo et c'est bon. Hein. Donc elle est merveilleuse, Magali. N'hésitez pas à prendre ses coordonnées si vous voulez travailler avec elle par la suite. Je remercie également le Club des entrepreneurs de nous avoir accueillis dans ce lieu magnifique. Et enfin, je vous donne rendez-vous, si vous pouvez pousser un tout petit peu, voilà, pour le prochain qui aura lieu le 10 avril. Et donc c'est la suite directe de tout ce qu'on a raconté. Apprendre à penser et agir dans l'incertitude. Manuel de survie dans un monde en pleine disruption avec Dominique Vian. Et puis également Nicolas Martiquet qui est présent dans la salle et qui sera un serial entrepreneur qui viendra témoigner qu'après avoir entrepris plein de fois dans l'incertitude, il est toujours vivant. Et il nous expliquera comment ça se fait. Voilà. Merci à vous. Je vous laisse retourner dans vos organisations et les disrupter s'il vous plaît. Merci.